Marie Wilmé, bonjour. Vous êtes lauréate d'un prix de thèse, d'un prix de recherche décerné par l'Académie internationale des principes de Nuremberg, qui fait partie des partenaires des résidences Adamas à Gutla. Bienvenue à Gutla. Ma première question est de vous demander de présenter votre travail. Bonjour, je vous remercie. Je suis docteur de l'Institut universitaire européen qui est situé à Florence et qui est en fait un institut dans lequel chaque pays de l'Union envoie des doctorants en sciences sociales. Et donc j'ai soutenu ma thèse en juin sur l'apport des droits procéduraux des victimes à la gender justice en droit international pénal. Et donc le titre complet, il y a un sous-titre, c'est le cas des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, plus communément appelés CETC. Alors, gender justice, on voit que cette notion est centrale dans la thèse. C'est une thèse qui est écrite en anglais, comme c'est toujours le cas dans les thèses de l'Institut à Florence, et que vous avez dû ou préféré conserver en anglais. Oui, alors gender justice, ça pourrait éventuellement se traduire en justice liée au genre en français, mais le terme n'est pas tout à fait exact. Et en fait, ça prend en compte à la fois que c'est les victimes qui ont subi des crimes alors sexuels ou fondés sur le genre, donc en raison en fait de leur appartenance à un genre particulier, mais aussi tout le processus de comment les tribunaux internationaux et hybrides pénaux vont prendre en compte la dynamique genre à la fois lors de l'enquête, lors du jugement et de la réparation. Donc il y a aussi un côté institutionnel de voir comment le genre est représenté dans les juges, est-ce qu'il y a une expertise particulière qui est apportée dans les professionnels qui travaillent dans ces cours. C'est vraiment un concept global finalement. Donc là, il y a trois aspects, je dirais, qui sont en train de ressortir. Peut-être on peut en discuter de manière successive. La notion de victime, la façon dont, à partir du prisme du genre, on peut comprendre l'acte de juger et les procédures de jugement. Et puis il y a ce terrain, le Cambodge, dont on n'a pas encore parlé. Donc les notions des victimes, c'est ça, la thèse met la notion de victime au centre. Dans quelle perspective? Donc pour montrer quoi? Donc en fait, l'idée, ça a été de croiser deux débats préexistants en droit international pénal. Donc tous les débats sur est-ce que les victimes devraient participer aux procédures et sous quelle forme, et ensuite les débats liés à la difficulté de poursuivre les crimes sexuels et fondés sur le genre. Et donc l'idée de la thèse, ça va être de s'intéresser aux victimes. Ce n'est pas toutes les victimes, c'est les victimes qui participent dans les procédures. Donc c'est en réalité qu'un faible pourcentage de la totalité des victimes, parce qu'on parle ici des crimes internationaux, donc le génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui font de très nombreuses victimes. Mais là, on s'intéresse à exactement celles qui peuvent participer, qui ont été admises, soit en la qualité de partie civile dans le cas du Cambodge, mais il y a aussi une dimension comparative à la thèse, donc où on s'intéresse à la Cour pénale internationale, par exemple, où là, les victimes sont participantes et non parties. Et en fait, à travers l'exercice de ces droits procéduraux tout au long de la procédure, on voit si et dans quelle mesure les victimes ont pu influencer les décisions de justice, en fait. Et la thèse va dans quel sens sur cette question? Eh bien, c'est forcément nuancé, évidemment. Ouais. Donc, la thèse de la thèse, finalement, ou la conclusion, c'est que les victimes peuvent effectivement influencer à la fois les enquêtes, la poursuite et le jugement des crimes dans leur dimension, est-ce qu'il y a eu l'existence du crime ou pas, mais aussi dans la dimension de réparation du préjudice subi, mais que cela a une limite et que cette limite se trouve dans la culture de la Cour, qui a un concept en fait qui permet de comprendre les normes informelles liées au genre, qui vont interagir en fait à travers la relation de travail des différents acteurs de la Cour, donc par exemple les juges, les procureurs, la défense, les victimes, dans le processus judiciaire. C'est comme ça que les deux premiers aspects sont liés, une contribution finalement au droit pénal international et à la notion de victime et aux crimes à dimension sexuelle qui sont commis à l'encontre de ces victimes, liés au deuxième aspect, donc sur lequel on est en train de venir, qui est la culture de la Cour et la façon dont les rapports de genre finalement structurent la façon de juger. Alors ça, c'est une contribution finalement à un champ de recherche qui est assez dynamique aujourd'hui,
des études de genre qui portent sur des opérations juridiques, et notamment sur la façon de juger, peut-être sur les représentations des juges, voire la façon d'écrire les jugements. Oui, tout à fait. Et après, dans la dimension internationale, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a à la fois le genre qui vient jouer, mais aussi d'autres éléments. Donc, par exemple, au CETC, donc la Cour au Cambodge, le règlement intérieur de la Cour, donc la procédure, en fait, est le fruit de discussions entre des magistrats de différentes traditions juridiques. Donc déjà, ça a énormément influencé la capacité des victimes, et donc des victimes de violences sexuelles, à pouvoir intervenir dans les procédures. Et puis, il y a aussi le côté, comment est-ce que le genre s'est manifesté dans la criminalité en question dans un pays particulier. Donc, il y a ces trois dimensions, finalement, qui sont importantes et qui viennent jouer un rôle très clair que j'ai pu démontrer grâce à un terrain de 5 mois au Cambodge, mais un terrain plus général de 9 mois avec des entretiens, des observations participantes, une recherche archivistique qui font que tous ces éléments sont à prendre en compte lorsqu'on essaye de voir comment cette culture de la cour vient influencer les décisions. Avant de venir au terrain, peut-être un dernier mot sur cette culture de la cour. Quand on s'intéresse dans une perspective genrée à l'acte de juger et aux procédures de jugement, l'enjeu n'est pas seulement le genre masculin ou féminin des juges, c'est plus large que ça. Ça amène aussi des représentations, des façons d'écrire, des façons de se rapporter aux victimes. Il me semble que c'est plus large que simplement le sexe masculin ou féminin des juges. Tout à fait, exactement. Et une partie de ma thèse a visé à essayer de comprendre dans quelle mesure le genre venait jouer sur tous ces aspects, mais aussi l'expertise, ce que j'appelle gender expertise en anglais, l'expertise genrée, qui en fait est composée de nombreux facteurs, hein. À la fois une bonne connaissance de comment le genre joue dans la criminalité internationale, mais également une bonne connaissance de la jurisprudence applicable, aussi une connaissance finalement qui est plus de l'ordre psychologique pour quand les victimes viennent témoigner, que ce soit auprès des enquêteurs ou après lors du procès, et finalement une connaissance contextualisée du genre. En fait, c'est ces 4 éléments-là et qui, dans une certaine mesure, le genre de la personne. Alors moi, c'était pas uniquement les juges, c'était aussi les enquêteurs, les procureurs, etc. Vraiment toute la chaîne, les avocats des victimes également. Et donc voilà, c'était de vraiment voir qu'il n'y a pas seulement en fait le genre de la personne qui va jouer, mais réellement si cette personne a ou n'a pas une expertise, et c'est une expertise très particulière pour laquelle il n'y a pour l'instant, ou en tout cas dans la cour sur les 15 ans que moi je regardais, pas vraiment de formation. Ni peut-être vraiment de conscience de l'enjeu associé à cette expertise particulière. Oui, et ça c'était ce qui était très intéressant et qui faisait peut-être partie d'un de mes biais en commençant la recherche, c'est que moi j'ai pensé que c'était uniquement peut-être des raisons de sexisme, etc., qui ont fait que les crimes ont mis du temps à arriver sur le bureau du juge d'instruction, enfin des juges d'instruction. Mais en réalité, mes entretiens m'ont vraiment permis de comprendre que c'était un manque de connaissances en fait, et un peu peut-être associé avec un peu de peur aussi de traiter de ces sujets, et qu'il y avait vraiment un travail d'explication qui était nécessaire pour que à l'avenir ces questions puissent être mieux gérées. Oui, tout à fait. Alors venons-en au terrain, donc le Cambodge. Pourquoi le Cambodge? Et puis, il y a sans doute une articulation pertinente entre le sujet et le Cambodge, mais pour des raisons historiques, liées à l'histoire particulière de ce pays et des crimes qui y ont été commis. Et quel type de recherche ça vous a conduit à faire? Donc, vous avez une dimension très empirique sous forme d'entretien, consultation d'archives. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? Alors en fait, le choix a été, à l'origine, je souhaitais faire un travail comparatif entre 2 cours. Mais déjà, la réalité de partir sur un terrain long a fait que j'ai dû me concentrer sur seulement une des 2 cours, donc en l'occurrence ici, les CETC.
En plus, en fait, l'affaire sur laquelle je travaille est encore à ce jour, ça devrait changer prochainement, la seule affaire dans laquelle les accusés, qui étaient des anciens dirigeants Khmer Rouge, ont été condamnés avec finalité, donc aussi en appel pour des crimes de violence sexuelle et fondés sur le genre, où les victimes ont pu participer aux procédures, et ici en tant que partie civile, ce qui était la seule cour au moment, sur la période que je regardais, qui avait ce modèle procédural, qui ont ordonné des réparations pour des crimes sexuels et où les réparations ont déjà été mises en place. Et en fait, ces 4 facteurs, c'était vraiment uniquement l'affaire 2.2, le dossier 2.2 des CETC qui les réunissait et donc permettait de vraiment faire une analyse de la constitution de partie civile jusqu'à la réparation. Ce qui était vraiment l'idée derrière mon terrain et qui était aussi de vraiment comprendre l'expérience des victimes de tout ce processus. Donc sous forme d'entretien. Sous forme d'entretien, exactement. Donc j'ai mené en tout 77 entretiens, 42 avec des victimes de mariage forcé qui s'étaient constituées partie civile dans l'affaire 2.2, et puis 35 entretiens avec des professionnels juridiques, mais de différents, donc des juges, des procureurs, des avocats, mais aussi des membres d'ONG ou des experts en fait. Ok. Et l'accès au terrain était difficile. Est-ce que le fait d'être doctorante a été finalement, donc arrivée comme chercheuse, était une manière de faciliter votre accès au terrain? Alors, la réelle difficulté de l'accès au terrain était le Covid, très clairement, qui a vraiment aussi changé ma recherche parce qu'à l'origine, je voulais partir en 2020 et fonder ma théorie en la sortant du terrain. Mais j'ai pu partir qu'1 an plus tard et de ce fait, j'ai dû constituer ma théorie et puis vérifier des hypothèses sur le terrain. Et par rapport à l'accès au terrain, moi j'ai eu quand même un accès assez facile en général aux acteurs. Alors les victimes, ça a été plus compliqué, j'ai dû faire plusieurs stratégies d'accès différentes. Mais donc la façon dont j'ai fait les choses, c'est que j'ai d'abord fait un stage au CETC, un stage d'observation avec les juges de la chambre préliminaire. Et puis ensuite, j'étais associée à un centre de recherche à Phnom Penh au Cambodge qui m'ont du coup accueillie. Et entre à la fois cette expérience avec les acteurs de terrain pendant 3 mois et puis le fait d'être sur place connectée, j'ai réussi à avoir un accès plutôt privilégié, je pense. Puis j'étais la première chercheuse à revenir aussi depuis un moment, donc ça a aussi facilité les choses. Bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci. Je vous remercie.